Bienvenue sur Popcom RSE pour notre deuxième épisode. Nous vous proposons de démarrer le podcast sur le Tour de France. Salut Mathieu. Salut Ludo. Ah, le Tour de France, Mathieu, qui n'a jamais succombé au charme de cette course cycliste, une des plus prestigieuses, si ce n'est la plus prestigieuse au monde. Est-ce que j'ai besoin de la présenter? Elle est disputée chaque année en juillet sur 3 semaines. On parle quand même de 3000 km de course à travers la France et les pays voisins. La course est célèbre pour ses étapes de montagne, évidemment, avec ses cols et ses paysages, ses plans larges en hélicoptère et ses arrivées au sprint. C'est aussi accessoirement l'événement le plus suivi au monde, il me semble, ou peut-être juste après la Coupe du Monde de football. Et après les JO. Mais et celui-là, après il les est JO. chaque année. Ouais. Et oui. Mais c'est chaque année, ouais, effectivement. Il y a des millions de spectateurs et des centaines de millions de téléspectateurs, il me semble. Donc c'est vraiment massif. Mais alors Mathieu, qu'est-ce que ça a à voir avec la com RSE? Encore une fois, ne me dis pas la beauté des paysages. C'est quand même la question des images. C'est-à-dire que si ça a un tel succès... Parce qu'en fait, je comprends que quand on est sur site, notamment en montagne, etc., on voit passer les coureurs les uns après les autres, etc. Voilà, il y a quelque chose de l'ambiance... sur site. Mais à la télé, qu'est-ce qui fait que les gens suivent cette émission-là, qui en plus, on a perdu un petit peu du suspense là avec maintenant les équipes, les micros, les oreillettes, etc. Voilà, on a quand même des courses qui sont quand même un peu verrouillées. Mais à la télé, il y a toujours autant de monde. Et je pense qu'une des clés du succès de cette émission-là, ce sont les magnifiques images. Donc là, effectivement, plein d'hélicos et tout. Les images, mais aussi les commentaires, notamment de Jean-Paul Olivier, qui était appelé Polo La Science, il a suivi quand même 41 Tours de France. Et donc lui, il avait une culture incroyable sur l'histoire des villages, des villes, des monuments et plein d'anecdotes. C'est qu'on était en train de voyager en même temps qu'on suivait cette course. Enfin, qu'on suit cette course. Et donc si j'applique ça à la communication RSE, c'est d'être très vigilant d'avoir des photos, des images, des vidéos de son entreprise qui sont authentiques et qui sont légendées. C'est-à-dire d'éviter les images qui sont tirées de banques d'images, qui sont impersonnelles, parfois caricaturales, stéréotypées, et qui peuvent aussi vous faire basculer dans le greenwashing. Quand vous cherchez une image pour traduire votre stratégie RSE ou votre stratégie climat, vous allez choisir des images d'océans, de forêts, de choses qui sont loin des lieux sur lesquels vous êtes implanté. Et donc l'enjeu, c'est de montrer la réalité de votre entreprise, vos usines, vos bureaux, vos personnels, vos partenariats avec des ONG, etc. Et c'est là où il y a un cran supplémentaire, c'est de faire l'effort de les légender. Dans un rapport RSE, on a très peu d'images qui sont légendées. Et de mon point de vue, c'est une erreur. Parce que, alors certes, c'est un travail supplémentaire, mais quand vous légendez une photo, quand vous avez des personnes, vous indiquez quelles fonctions, éventuellement leur nom, prénom, etc. Quand vous avez une photo d'un site ou d'un parc paysager ou d'une forêt parce que vous avez un partenariat avec l'ONF, de mettre tout ça en mots, ça, d'un seul coup, c'est crédible. Et vous êtes en train de parler de vous. C'est pas juste une image pour distraire, pour illustrer, pour attirer le regard. C'est une image qui dit des choses complémentaires et qui montre que vous faites le travail en profondeur jusqu'au bout. Ouais, Voilà. Complètement. D'ailleurs, ça me fait penser, on peut même imaginer y ajouter une petite pointe d'humour ou une certaine couleur. On n'est pas obligé d'avoir juste l'information brute. Oui, on peut y mettre effectivement un traité graphique ou rajouter quelques éléments graphiques par-dessus les images pour avoir une patte aussi, pour que nos images soient immédiatement reconnues. Et c'est un travail, effectivement, ça va demander du temps, ça va demander une expertise, des moyens, de faire des reportages, de gérer les droits, mais de mon point de vue, c'est essentiel. Alors il y a deux aspects là-dessus aussi, je me demandais, parce qu'il y a l'aspect marketing très léché et travaillé, mais est-ce que du coup on risque pas de passer à côté de quelque chose de plus vrai, d'un peu plus backstage en fait, en coulisses? Oui. C'est vraiment, il faut savoir mêler les deux, ou alors il faut choisir et l'assumer en fait. À partir du moment où vous mettez des images de vos employés, de vos bureaux, de vos usines, de vos sites industriels ou pourquoi pas tertiaire, vous êtes en train de vous montrer tel que vous êtes. Alors, et donc forcément, ça va être avec des vrais gens, il y aura des imperfections, mais ça c'est vous. Donc là, je pense que vous gagnez en crédibilité. Alors bien sûr, on va quand même choisir les photos, on va avoir un angle artistique, vous allez faire appel à des photographes ou à des personnes qui font des films qui ont une patte graphique ou artistique. Mais il n'empêche que c'est bien vous. C'est pas d'autres personnes qui ont posé dans d'autres bâtiments. Voilà, je trouve que ça apporte vraiment un plus dans votre communication RSE.
Est-ce que l'aspect dopage, on peut le rapprocher de la com RSE d'une manière ou d'une autre ? Oui, j'avais fait ce lien-là aussi. Et en France, c'est vrai qu'on a été marqué par l'affaire Festina et Richard Virenque en 98, ou Lance Armstrong, forcément, cette victoire, et puis qui finalement a reconnu s'être dopé. Donc en gros, la compétition était loyale sur le Tour de France, et c'est encore le cas aujourd'hui. En matière de com RSE, de mon point de vue, le greenwashing, c'est une forme de dopage de la communication RSE des entreprises. Et oui. C'est-à-dire qu'il vient gonfler artificiellement les résultats, les répercussions des innovations qu'on va pouvoir faire sur nos produits, nos services. Il va tromper le public et il représente aussi une forme de distorsion de concurrence. En sport, on va avoir le dopage va tordre la compétition, va donner certains avantages aux personnes aux athlètes qui vont se doper. C'est pareil en matière de greenwashing et de communication responsable. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de régulation. Et donc la nouvelle directive européenne, c'est un peu le contrôle antidopage des entreprises en matière de com RSE et de lutte contre le greenwashing. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises qui font vraiment très attention à leur com ont un avantage, ou est-ce que ça joue pas vraiment dans les retombées en fait des entreprises en fait qui font attention? J'aime à croire qu'elles ont un avantage sur le long terme, en termes de crédibilité aussi. En tout cas, que pas mal de leurs parties prenantes sont attentives à ces sujets-là. Et quand il y a des entreprises comme Decathlon, Yves Rocher, Schneider Electric qui viennent me voir en disant bon, on a conscience qu'on est un peu limite sur certaines actions de communication, ou on a eu des critiques, ou elles ont envie de faire mieux. Elles le font pas uniquement par éthique, elles le font parce qu'elles considèrent que c'est bon pour leur business, que c'est bon pour leur image. Aujourd'hui, il faut être tout aussi rigoureux sur la qualité des allégations et les éléments de preuve. Avec justement le cadre réglementaire qui évolue, les règles se clarifient et ça permet aux entreprises qui sont réellement engagées de communiquer et de valoriser ce qu'elles font. Et je pense que le public y est de plus en plus attentif. Je pense aussi, j'ose espérer. Une petite question popcorn sucré. Les 2 fois où j'ai vu le Tour démarrer ou passer ou arriver, c'est bête, parce que c'est juste, excusez-moi pour les grands amateurs de cyclisme, mais c'est des gens sur des vélos. Et comme tu en parlais au tout début, c'est pas uniquement ça, c'est une ambiance, c'est des gens qui restent assis et qui encouragent. Des heures avant, des fois. Et des heures avant, et même des heures après. On parlera pas de l'aspect alcool, évidemment, mais c'est quand même aussi festif, on va dire. Et je voulais le rapprocher de tes rapports avec tes clients, en fait. Est-ce que tu as eu des émotions vraiment fortes en regardant ce que tu avais fait ou en discutant avec des entreprises après les avoir accompagnés en fait sur leur com? Est-ce qu'ils réalisent, est-ce qu'il y a vraiment de l'émotion? Est-ce que c'est humain ou est-ce que ça reste vraiment professionnel, très corporate, j'ai envie de dire? Ouais. Alors pas vraiment sur certainement ce que peuvent ressentir certains consultants et consultantes quand on a travaillé sur une campagne et que la campagne est publiée, ou quand on travaille sur un événement et que l'événement a lieu. Moi, j'interviens vraiment ponctuellement, très en amont, sur des éléments précis d'un dispositif plus global. Et donc, il y a un sentiment de fierté, de dire tiens, ils ont pris en compte mes remarques, etc. Non, l'émotion, elle est plutôt en formation. Okay. C'est-à-dire que ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui réagissent, soit pendant et qui viennent se livrer parfois après, en positif ou en négatif. C'est-à-dire que j'ai eu des gens qui sont déjà venus en me disant non mais là c'était trop politisé, c'était trop engagé, je pensais pas que ça allait être comme ça et ça m'a déplu parce que c'était pas ce qu'on attend de vous. Mais j'ai eu aussi et plus de personnes qui sont venues avec beaucoup d'émotions, parce que chaque fois qu'on parle, moi je commence toutes mes formations en parlant des limites planétaires, des enjeux à la fois environnementaux, sociaux et sociétaux, donc du plancher social. Et il y a des personnes que ça touche qui n'ont pas conscience de l'état du monde, ou alors qui ne veulent pas le regarder, et là quelque part ils sont un peu contraints de le faire. Ouais. Donc il y a des gens qui viennent avec l'émotion en disant ah mais je pensais pas que c'était autant la cata, voilà. Ouais, et puis sur des thématiques aussi. C'est-à-dire que j'ai une personne qui est venue en me disant mais merci, je pensais pas qu'on parlerait de communication plus inclusive dans mon entreprise. Vous avez utilisé le mot de terme épicène. Je rêvais qu'on utilise ces mots-là, nous, dans notre équipe communication, et vous m'amenez ça sur un plateau. Et les gens sont touchés, en fait. Et ça, c'est vachement intéressant, c'est-à-dire qu'on voit que les gens réagissent à différents aspects, et parfois, on les touche au cœur, quoi. Parce que c'est des personnes qui sont engagées, et elles se rendent compte que
ah ben déjà, elles sont peut-être pas seules à porter ces sujets. Il y a quelqu'un d'autre qui vient, externe, qui est reconnu et qui, du coup, qui apporte une expertise et une crédibilité, on va dire, dans ce qu'il dit. Et ça leur fait beaucoup de bien de se dire, en fait, je suis pas isolé et il y a vraiment un sujet là, je peux me battre là-dessus, je peux porter ce sujet-là en interne et ça leur fait du bien. Donc ça, ouais, là, il y a de l'émotion. Ouais. Waouh, bah ouais, même en t'entendant, j'ai de l'émotion. Je m'y attendais pas à ce point-là, mais c'est super. Bah, au moins, on parle de quelque chose d'humain ici, et c'est quand même. Ouais, c'est ce que j'aime en fait dans mon activité. Hein. C'est bien sûr, on traite des mots et on parle du discours des entreprises. Ça peut paraître assez froid, assez distant, mais en fait, les entreprises, elles sont animées par des personnes, par des humains. Et on discute en tant qu'humain, parce que là, on discute de ce que quotidien de tous quand on c'est travaille. Ça. J'ai une petite dernière question qui peut aller très vite. À qui attribuerais-tu le maillot jaune de la com RSE aujourd'hui, Mathieu? Merci. T'es pas obligé de répondre, c'est plus une boutade, mais. Mais non, en fait, ça me dérange. C'est comme quand on a des classements des entreprises les plus responsables, etc. Pour moi, c'est bullshit. Il n'y a pas de leader. Non, et puis après, il faudrait le faire dans tel secteur et sur tel indicateur, etc. Oui. On voit des entreprises qui s'engagent, il y en a plein, et en fait, chacune peut être championne sur son sujet ou dans sa catégorie. Et encore une fois, belle réponse, t'avais pas de choix, elle était très très dure celle-là, j'avoue. Tu peux être champion à un moment donné, mais après la course elle continue. En fait, c'est ça, c'est pas le Tour de France qui pendant 3 semaines et puis ça s'arrête. En fait, c'est une course tous les jours. Et donc il faut aussi tenir dans la durée et puis il y a des étapes, on en parlera je pense dans d'autres épisodes. Sûrement. Mais voilà, pour moi il y a des boîtes qui sont plus engagées que d'autres, qui communiquent de façon plus sérieuse ou plus décalée, avec pertinence par rapport à d'autres. Il y a des boîtes qui font des erreurs, mais il y a des boîtes qui me semblent sincères et d'autres moins. Voilà, c'est ça. Et puis ça évolue au fil du temps. Très belle parole, merci Mathieu. Merci Ludo. Et merci à tous de nous avoir écoutés et toutes. Et on vous retrouve pour un prochain épisode très prochainement. Merci à bientôt. tous, au revoir.